Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. La région autonome ouïghour du Xinjiang est l'une des régions viticoles les plus réputées de Chine qui bénéficie de conditions naturelles exceptionnelles. Fred Nolot, issu d'une famille de viticulteurs français, s'est rendu dans le comté de Manas au Xinjiang en 2000 et y est installé depuis plus de 20 ans. Passionné par le vin et s'est toujours engagé à élaborer des productions respectant le terroir chinois. En 2010, il a reçu le prix de l'amitié du gouvernement chinois pour avoir contribué au développement de la vinification en Chine. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous invitons Fred Nolot à partager avec nous sa longue expérience de la Chine. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Bonjour, monsieur Nolot. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci. Vous travaillez et vivez dans la région autonome ouïghour du Xinjiang depuis plus de 20 ans. Comment votre histoire avec cette région a-t-elle commencé? J'ai commencé à travailler à l'étranger en tant qu'œnologue. En fait, j'ai travaillé en Bulgarie. Et après ma mission en Bulgarie, j'ai été informé qu'ils avaient un gros projet en Chine. Et cette société, à l'époque, souhaitait recruter un œnologue français. Donc j'ai regardé sur la carte et j'ai vu que c'était dans le Xinjiang, sur la route de la soie. Et tout de suite, ça m'a vraiment intéressé. Et donc je suis venu pour la première fois en 2000, le 14 août 2000, pour les premières vendanges ici. Et donc là, c'était pratiquement les premières vendanges avec des petits volumes, des vignes assez jeunes. Mais j'ai tout de suite senti que la région avait un très bon potentiel pour faire des vins très intéressants. Donc ensuite, je suis resté de fil en aiguille. Voilà, ça fait il y a 24 ans en arrière, quoi. À quoi ressemblait le Xinjiang à cette époque? À cette époque, c'était un peu l'aventure. Évidemment, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas beaucoup de liaisons par le train. Et puis Manas, où on est actuellement, là maintenant, ça ressemble à une petite ville, hein. Mais à l'époque, ça ressemblait plus à un grand village. Par exemple, à Manas, il n'y avait pas du tout d'immeubles de plusieurs étages, c'était que des petites maisons. Ça a beaucoup changé en termes de développement économique, d'infrastructures routières, ferroviaires, et ça a beaucoup changé. Y a-t-il certains souvenirs qui vous reviennent souvent à l'esprit? Oh oui, nombreux. À mon âge, on se rend compte que les souvenirs anciens sont plus frais que les souvenirs récents. Mais oui, c'était vraiment l'aventure à l'époque, hein. La société a donc une grosse cave et le centre à Manas ici, mais on a aussi une cave à Ili, c'est sur la frontière avec le Kazakhstan. Donc à cette époque, à chaque fois qu'on allait dans cette cave pendant les vendanges, comme il n'y avait pas d'autoroute, c'était vraiment une aventure. Parce que le Xinjiang, c'est très grand, hein, ça fait 3 fois la France. Donc d'ici à notre cave à Ili, ça fait plus de 600 km. Donc à l'époque, sur les petites routes, c'était vraiment du sport. Vous êtes aujourd'hui installé en Chine, vous avez fondé une famille heureuse et vous avez 2 enfants adorables. Comment décririez-vous la région autonome ouïghour du Xinjiang et la vie que vous menez ici? La région, j'en suis tombé amoureux dès mon arrivée il y a 24 ans. Parce que c'est une région, pour un Français qui n'est jamais venu en Chine et qui ne connaît pas l'Asie centrale, c'est vraiment une région très intéressante. Il y a des déserts. Là, on est dans une oasis, en fait, et les montagnes des Tian Shan sont à 200 km. Elles culminent à 6000 mètres.
En longueur, elles vont du Gansu jusqu'au Kazakhstan. Il y a des paysages magnifiques. Et puis surtout, il y a des gens magnifiques aussi. Il y a une diversité culturelle, une diversité ethnique qui fait que c'est une région très intéressante. Tout à l'heure, vous m'avez raconté votre histoire avec le Xinjiang. Avant de venir, est-ce que vous connaissiez déjà cette région? Non, pas vraiment. Mais bon, j'étais plus attiré par l'Orient que par l'Ouest, disons. Mais c'est quand j'ai vu la localisation sur la route de la soie, ça m'a vraiment intéressé, quoi. C'est ça qui m'a donné envie de venir voir. Et après que vous êtes venu ici, est-ce qu'il ressemble à ce que vous avez imaginé? Non, pas vraiment, parce que même si j'avais lu quelques bouquins sur la région, ça ressemble jamais exactement à ce qu'on pouvait imaginer, quoi. C'est encore plus grand. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? À mon arrivée dans le Xinjiang, ce qui m'a le plus surpris, c'est les nombreuses ethnies qui vivent tous ensemble. Et on se rend compte de ce mélange de populations, enfin de différentes ethnies, et c'est très, très intéressant, quoi. C'est pas trop facile pour les échanges avec les locaux? Disons que les codes de la communication entre les personnes sont un petit peu différents entre la Chine et la France. Donc c'est ça qui peut surprendre un petit peu. Mais voilà, il faut de la patience, et puis au bout de quelques années, ça va beaucoup mieux. Vous venez de la région de la Loire, une région viticole très réputée en France. Vous êtes né dans une famille de viticulteurs et vous vous intéressez au vin depuis votre enfance. Pouvez-vous nous raconter un peu cette histoire? Oui, du côté de ma mère, mon grand-père était viticulteur. Ensuite, mon oncle. Quand j'ai commencé à faire des études d'ingénieur en agriculture, je me suis rapidement décidé à m'orienter vers la viticulture et l'œnologie, parce que j'ai toujours aimé goûter, déguster, sentir. Donc, ouais, c'est sûr que c'est une passion qui remonte à la petite enfance. Pour vous, quels sont les avantages de la situation géographique du Xinjiang pour la viticulture et la production du vin? Il y a un gros avantage, c'est que c'est une région très très sèche. Là, sur la partie nord des montagnes Tian Shan, donc c'est une agriculture d'oasis, enfin avec de l'irrigation, y compris pour la vigne, puisqu'en fait, par an, il ne tombe que 200 mm de pluie par an. Donc c'est presque désertique. Par comparaison, à Bordeaux, il peut tomber entre 700 et 800 mm par an. Donc ça, c'est un gros avantage, parce que l'irrigation permet de contrôler le développement de la vigne, mais aussi de contrôler la maturité, contrôler la qualité des raisins qu'on veut obtenir. Et surtout, le fait qu'il pleuve très peu, ça permet d'avoir très peu de problèmes de maladies cryptogamiques ou des choses comme ça. C'est non seulement très sec, mais c'est très chaud en été. Ça, c'est bon pour la maturation, mais très très froid en hiver. C'est-à-dire que même si le climat a un petit peu changé ici aussi, je me rappelle à Manas, il y a 15 ans en arrière, l'hiver, ça pouvait descendre à moins 35. Donc dans ces conditions, les vignes, elles ne résistent pas à ce froid intense et à cette sécheresse sévère. Donc il faut en fait, juste après la récolte, il faut rapidement faire la taille
de la vigne pour pouvoir ployer les ceps et les enterrer pour les protéger non seulement du froid, mais de la sécheresse. Quelles sont les caractéristiques des vins du Xinjiang par rapport aux vins français? Déjà, au niveau des raisins, bon, on peut avoir les mêmes cépages, hein. Ce sont les cépages français et internationaux bien connus, comme le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, le Merlot. Là, c'est du Marselan, en l'occurrence. Les mêmes cépages, mais au niveau de la qualité des raisins, on a quelques différences. C'est-à-dire que là, on est sur des sols qui sont sablo-limoneux, mais avec des sols avec un pH un petit peu élevé. Tout cela combiné avec un climat très chaud, en général, on a des taux de sucre très élevés, mais des niveaux d'acidité un peu plus bas que ce qu'on peut trouver à Bordeaux, par exemple. Donc, ça donne des vins très, très riches, très, très puissants, avec des tanins assez soyeux. Et en fait, en bouche, ça donne une impression de sucrosité, et avec une acidité assez basse. Et ça, en fait, je me suis rendu compte au fil des ans que c'est très adapté au goût des consommateurs chinois. Parce que les consommateurs chinois qui découvrent le vin rouge, par exemple, ils sont très surpris par l'acidité, parfois, ou les tanins un petit peu secs de certains vins. Mais là, ici, dans le Xinjiang, on a une impression de sucrosité qui, en général, plaît bien aux consommateurs chinois. En quoi consiste votre travail quotidien? Alors, pendant les vendanges, mon travail quotidien, ça commence au vignoble, puisque on a certaines parcelles qui sont sélectionnées, dont on contrôle le management et le rendement. Et sur ces parcelles, donc, qui sont destinées à faire nos vins haut de gamme, là, il faut absolument, parcelle par parcelle, cépage par cépage, décider de la date optimum de récolte pour obtenir le meilleur produit possible. Donc, on passe pas mal de temps dans les parcelles, à observer le développement de la maturité, à goûter les raisins, observer l'état des pépins, des pellicules, pour décider parcelle par parcelle de la date de récolte. Voilà. Ensuite, arrivé au chai, donc sur ces raisins premium, il y a tout un travail de sélection des grappes, sélection des tri des baies. Et bon, comme c'est un process assez précis, chaque petit détail compte, donc il faut bien maîtriser tout ça, quoi. Voilà. Donc ensuite, le travail, c'est dégustation des jus, adaptation du procédé, dégustation en cours de fermentation, en post-fermentation, etc. Et puis ensuite vient le travail d'assemblage des différents vins, des différents cépages, pour obtenir le produit que l'on souhaite mettre sur le marché. Quels sont les aspects les plus importants du processus de vinification? C'est tout d'abord la qualité de la matière première, ça c'est super important. Après, tout le procédé, ça consiste à révéler un petit peu tout le potentiel de qualité qui est dans les raisins. Donc, la température de fermentation, la levure, la durée de la macération, tout ça c'est super important. Donc c'est des petits détails. Si je parle de température, c'est à 1 ou 2 degrés près. Si je parle de la durée de la macération, c'est à 1 ou 2 jours près. Donc tout ça, c'est des détails qu'il faut bien contrôler, bien maîtriser pour obtenir des bons vins. Voilà, c'est ça. Outre la région autonome ouïghour du Xinjiang, quelles sont selon vous les meilleures régions viticoles en Chine? Il y a, à mon avis, des régions qui ressemblent un petit peu au Xinjiang par rapport au climat et au sol également,
des régions comme le Gansu ou le Ningxia, qui a prouvé d'ores et déjà qu'ils étaient capables de produire des très bons vins. Mais il y a aussi la région du Yunnan, dont on parle beaucoup en ce moment. Et on en parle parce que c'est une viticulture complètement différente. C'est une viticulture d'altitude, avec des caractéristiques de climat et de température qui sont très différentes, mais qui visiblement peuvent donner des résultats très intéressants aussi. En 2010, vous avez reçu le prix de l'amitié du gouvernement chinois pour avoir contribué au développement de la vinification en Chine. Pouvez-vous nous raconter en détail cette expérience? Oui, si je me rappelle, j'ai été informé de cette distinction et puis de la réunion qui allait avoir lieu. C'était pendant les vendanges, justement. Donc, sur le coup, j'ai été un peu surpris. Et puis, ça ne m'a pas trop marqué. Mais ensuite, au Grand Palais du Peuple à Pékin, et avec d'autres experts étrangers, j'ai rencontré des gens très intéressants et je me suis rendu compte que c'était vraiment un grand honneur qui m'était fait de recevoir cette distinction. C'était très, très impressionnant. Ouais. Que représente ce prix pour vous? Quelque part, c'est une reconnaissance de tout le travail que j'ai fait pendant toutes ces années pour aider la région et à développer la viticulture, à améliorer la qualité des vins et à mettre sur le marché des vins de bonne qualité. Je crois que c'est cette reconnaissance, quoi. Donc c'est très touchant. Sous votre conduite, votre équipe a obtenu de nombreux résultats remarquables, remportant notamment des centaines de distinctions lors des concours viticoles en Chine et à l'international. Y a-t-il des expériences qui restent pour vous particulièrement mémorables? Donc depuis 2000, 2005, évidemment, chaque année, on essaye d'améliorer à la vigne, d'améliorer les vins que l'on produit à la cave. Et puis, ça s'est fait petit à petit. Vers les années 2010, justement, petit à petit, on s'est rendu compte, en dégustant nos vins et en dégustant des vins étrangers, on s'est rendu compte qu'on avait obtenu un niveau de qualité un niveau international, on peut dire. Et là, je me suis dit que peut-être on pourrait commencer à participer à des dégustations, des compétitions de vin au niveau international. Et donc en 2012, je me rappelle, au moment du Nouvel An chinois, j'ai pu rentrer en France avec ma femme. Et comme c'est souvent un petit peu compliqué d'envoyer des échantillons de vin vers la France, en fait, on a pris nos bouteilles de chardonnay dans nos valises et puis on les a arrivées en France, on les a expédiées au concours mondial des chardonnays en Bourgogne. Et donc pour notre première participation au concours mondial des chardonnays, ça s'appelle Chardonnay du Monde, et on a obtenu une médaille de bronze. Donc après le Nouvel An chinois, je suis revenu ici et avec mon équipe, on était super contents de ce résultat. Bon, ça c'était en 2012. Depuis, les médailles d'or et les grandes médailles d'or, on les compte par dizaines. Donc on essaye d'améliorer d'année en année. Voilà. Comment évaluez-vous le développement de l'industrie viticole chinoise au cours des 2 dernières décennies? Alors, au cours des 2 décennies, il y a eu de gros changements parce que
dans les années 2000 jusqu'à 2010, on va dire, c'était plutôt des grosses caves, des grosses entreprises qui se développaient. Mais ensuite, on a vu apparaître de plus en plus dans le Xinjiang ou dans le Ningxia, dans d'autres régions, des plus petits domaines, mais qui, dans ce cas-là, maîtrisent à la fois la partie du vignoble, la gestion du vignoble et la vinification jusqu'à la commercialisation. Donc, c'est des plus petits domaines qui ressemblent davantage à ce qu'on connaît en France, par exemple. Et bon, ça, c'est un développement intéressant. Ensuite, on peut dire aussi que on est passé de grosses entreprises, de grosses caves qui produisaient des vins sans vraiment un lien avec l'origine, le terroir, alors que les petits domaines dont je viens de parler, évidemment, ils se réclament de terroirs, d'origine géographique particulière. Et ça, j'en suis très content parce que c'était un petit peu l'idée que j'ai suggérée aux dirigeants, à mes employeurs dès le départ. Et en fait, ici à Manas, on est là sur la première origine géographique reconnue en Chine pour la production de raisins et la production de vin. Donc c'est le terroir de Manas. Avec le renforcement des échanges internationaux, les marques de vin chinoises commencent à se faire connaître dans le monde. Quelles sont, selon vous, les perspectives de la coopération entre la Chine et la France en matière de viticulture et d'œnologie? Pour NIA, pour mon entreprise en particulier, en fait, on a commencé à travailler à l'export, en particulier vers la France, dès les années 2005. Bon, ça représente des volumes assez limités, puisque nos vins étaient commercialisés essentiellement dans les restaurants chinois. Après, c'est vrai que l'export des vins chinois vers l'Europe ou les États-Unis, ça se développe un petit peu, mais ça reste encore des volumes assez limités. Moi, j'espère que ces échanges vont se maintenir et même s'améliorer. C'est bénéfique pour tout le monde. Après, au niveau des échanges, il y a aussi les échanges, disons, culturels, scientifiques. Et je crois que cette année, avec l'entrée de la Chine dans l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin, ça va permettre d'accroître ces échanges. Et je pense que ça va être positif pour les deux parties. La région autonome ouïghour du Xinjiang représentait un axe essentiel de l'ancienne route de la soie et possède de riches vestiges historiques et culturels. Avec la promotion de l'initiative La ceinture et la route, le Xinjiang est devenu une région très importante pour la coopération économique. Quel regard portez-vous sur le développement du Xinjiang ces dernières années et sur ces nouvelles opportunités de développement dans le futur? On ressent que ces dernières années, il y a une volonté d'ouverture vers les pays de l'Asie centrale, même jusque vers l'Europe de l'Est. Bon, je pense, c'est des échanges économiques qui ont toujours existé, mais justement, grâce à cette initiative, je pense que ça va se développer encore plus, quoi. L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Quelles sont vos attentes en matière de développement des relations entre les deux pays?
bien évidemment, cet anniversaire, ça fait référence à la période du général de Gaulle et du Sherman Mao. Donc ils ont eu tous les deux une vision très très bonne sur le long terme et évidemment j'espère que les relations franco-chinoises vont être de plus en plus proches et puis surtout que le développement des échanges personnels soit de plus en plus fructueux. Si vous deviez comparer l'amitié entre la Chine et la France à un vin, lequel choisiriez-vous? Je crois déjà que l'amitié entre la France et la Chine, elle repose en partie sur un souci commun qui est de bien manger tous les jours, la cuisine chinoise est très riche en diversité comme la cuisine française. Donc, quel vin? Forcément, ce serait un vin rouge. Et je pense que le Marcellan, ce serait un très bon exemple. Parce que, en fait, le Marcellan, c'est un croisement entre le Cabernet Sauvignon et le Grenache. Un croisement qui a été obtenu en France par des chercheurs français dans les années 50-60. Mais alors c'est intéressant parce que en France, on a beaucoup de réglementations, vous savez, pour les appellations d'origine contrôlée. Et en fait, en France, le cépage s'est peu développé en surface. Alors qu'en Chine, depuis les années 2000, justement, ça s'est beaucoup développé. Et il s'avère que c'est un cépage très aromatique, qui a beaucoup de sucrosité, beaucoup de rondeur et qui plaît beaucoup aux consommateurs chinois. Donc je pense que le Marcellan, ce serait l'exemple idéal pour symboliser l'amitié franco-chinoise. Vous connaissez très bien ces deux cultures. Pour vous, quels sont les principaux points communs mais aussi les différences entre ces deux cultures? Des points communs, il y en a beaucoup. J'en ai cité un tout à l'heure. Le souci de bien manger, de la diversité des cultures culinaires dans les différentes régions, en France comme en Chine. Après, des différences, il y en a beaucoup aussi. C'est sûr que c'est un challenge quand on arrive ici en Chine pour s'adapter, parce que les différences culturelles sont énormes. Ces différences culturelles, c'est surtout au niveau de la communication entre personnes. La communication dans les détails est un peu différente en France et en Chine. Mais bon, il faut s'adapter et puis petit à petit, on apprend la patience et on comprend de plus en plus de choses. Mais quand la culture chinoise est tellement ancienne, tellement profonde, que moi, ce que je ressens, c'est que plus on apprend, plus on a l'impression qu'il y en a encore beaucoup à comprendre et à apprendre. En tous les cas, je pense que ce soit du côté de la Chine ou du côté de la France, il faut que nous incitions les gens qui ont la chance de pouvoir voyager, de le faire et de venir en Chine pour pouvoir se rendre compte par eux-mêmes de la réalité chinoise. Merci Monsieur Nolo, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience. Avec plaisir.